Salut les amis et bienvenue sur ce nouvel épisode de Tipeee and Friends. Mon invité du jour est un compatriote, un Algérien, que je n'ai pas connu à l'époque où j'étais encore au pays et que je faisais partie de la scène métal locale. Il a commencé ses activités après ma venue en France. En fait, je suis très admiratif de ce jeune homme qui a une motivation sans faille et qui porte bien l'étendard du métal en Algérie à travers plusieurs projets sur lesquels il va revenir, bien sûr. Donc, c'est tout un honneur pour moi de recevoir Monsieur Ramzi Abbas qui va nous parler un peu de son parcours et de son activité, son actualité. Voilà, j'espère que cet épisode vous plaira. On peut pas s'empêcher de parler en algérois avec l'argot et vous verrez que l'accent revient vite. C'est donc un épisode haut en couleur et avec une bonne ambiance. Et je vous invite donc à découvrir l'univers de Ramzi et par la même occasion en savoir un peu plus sur mon parcours. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à très bientôt. Sahar Hamzé, merci beaucoup d'être présent sur ce podcast. Ça me fait très plaisir de t'avoir. Et puis, du coup, je vais te laisser te présenter pour mes auditeurs, que tu leur expliques ton parcours, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, etc., etc. Vas-y. Écoute, merci beaucoup Rachid pour ton invitation. Donc c'est Ramzi Abbas, 34 ans, un musicien métalleux algérien. Donc je joue avec plusieurs projets, plusieurs groupes de métal ici en Algérie. Et mon bébé principal c'est Jugulator justement. Si on peut dire que c'est le projet numéro un qui dans ma hiérarchie à moi. Je joue également avec les Lahel en tant que bassiste et dans d'autres projets comme Corsan, comme Psychoropted, etc., etc. Très bien. Bon, de toute façon, on va avoir tout le temps de revenir tranquillement sur tous ces projets. Moi, dans un premier temps, j'ai envie de connaître un peu ton parcours parce qu'en fait, toi et moi, on n'a pas été actifs sur la scène algérienne, algéroise surtout, au même moment, parce que on a à peu près 10 ans d'écart, et toi tu as été actif à peu près au moment où je suis parti. Donc j'aimerais savoir un petit peu ton parcours, et puis que tu m'expliques un peu comment tu es arrivé au niveau de la scène algéroise. Désolé encore, on va le dire souvent, mais la scène algérienne ne se contente pas de ce qui se passe à Alger, mais nous, en tout cas, on a été actifs au niveau d'Alger, donc c'est pour ça que on va parler de la scène algéroise. Mais je te redonne la parole, parce que là, je parle trop. Il faut m'arrêter des fois. Vas-y, Ro. Effectivement, j'ai commencé à être actif sur la scène algéroise après ton départ. Et par contre, je commençais à fréquenter les concerts de métal qui se faisaient sur Alger à l'époque où toi tu jouais. D'accord. Donc mon éducation de la scène métal algérienne, je l'ai faite vers le début des années 2000. Mhm. Donc je partais assister aux concerts de Litham, de Atakor, de Vacuum, des groupes qu'il y avait à l'époque sur Alger. Oui. Et au fait, peut-être l'élément déclencheur, c'était le jour où je suis parti voir. D'ailleurs, c'était mon tout premier concert de métal, je pense. Premier ou deuxième, si je me trompe pas. C'était un concert qui a été organisé, alors, au Théâtre des Verdures, D'accord. à côté de l'hôtel Horaci à Alger. Oui. Et c'était un concert caritatif pour les sinistrés du tremblement de terre, Ok. si Donc tu te souviens. 2003. 2000, 2003, voilà. Ok. 2003. Et ce concert-là, il y avait à l'affiche, il y avait Atakor, il y avait Litam, il y avait Jezma, il y avait Dzaïr et il y avait Jimmy Wahid. D'accord. Si tu te souviens de Jimmy Wahid. Oui. Et ce jour-là, c'est la première fois, je crois, que j'avais vu un groupe de métal jouer du métal en Algérie. Et je me suis dit, ah, donc c'est possible. Oui. Et là-bas, en sortant du concert, je me suis dit, ben, quand je serai grand, c'est ce que je vais faire.
Et du coup, suite à ça, en fait, j'ai deux oncles à moi, maternels, Oui, qui sont musiciens. Un, alors le plus âgé, il est plus orienté musique shabi, c'est-à-dire poésie populaire algéroise. oui, Et l'autre qui était un peu branché blues rock années 70-80. super. Et c'est de lui que j'ai hérité ma toute première guitare sèche, parce qu'il Mhm. l'utilisait plus. Tu vois, quand il était célibataire et tout ça, il jouait à la guitare. Dès qu'il s'est marié, il a plus le temps. Tu connais, tu connais la chanson. Le fléau. Il a plus le temps. Voilà. Donc la responsabilité, voilà. Donc il a abandonné. Et ben moi, je l'ai récupérée. Elle était complètement massacrée. Cette guitare était ouverte sur le côté droit de la caisse. Mhm. Donc j'ai dû l'emmener chez le menuisier du quartier, la serrer, etc. et la coller. Et j'ai commencé à apprendre à jouer de la guitare. La même année, donc la même année, euh, en récupérant cet objet que j'ai toujours d'ailleurs, hein, que j'ai Génial. toujours. Faut pas s'en débarrasser, hein. Ça doit rester avec toi. Eh ben, le premier album de Jugulator et une partie du deuxième ont été composés sur cette guitare. Voilà. C'est ton arme secrète. Absolument. Ah, c'est très intéressant ce que tu racontes, mais au niveau de l'apprentissage de la guitare, hein, tu as eu quelqu'un qui t'a montré des accords de base ou tu as commencé à regarder sur Internet ou ça s'est passé comment? Alors, c'est un peu de tout. C'est un tout. C'est-à-dire que, bon, mon oncle m'a donné deux, trois trucs, deux, trois accords. Ensuite, tu rencontres un pote au collège ou là au lycée, il t'apprend une technique, une gamme. Après, à l'époque, il y avait les tablatures, tu vois. Oui. Internet, c'était, enfin, il n'y avait pas encore YouTube, c'était en 2005. Et c'était Mhm. les débuts de YouTube, donc il n'y avait pas grand-chose sur YouTube. Donc le truc, c'est qu'on partait sur guitartab.com Oui. et Ultimate Guitar, où on imprimait, au cybercafé, on imprimait les tablatures pour apprendre les morceaux. Et c'est comme ça petit à petit. Après, il y a eu une petite période de guitare pro, Oui. qu'on se prêtait, qu'on se passait comme ça au lycée ou entre potes et tout ça. Et voilà, tu commences à apprendre petit à petit, à droite, à gauche, jusqu'à ce que tu développes ton oreille et puis que tu puisses avoir le niveau pour composer. Super. Ah, ça me rappelle des bons souvenirs tout ça. Parce que nous on avait commencé un peu plus tôt et Mhm. c'était beaucoup à l'oreille en fait. On Mhm. déchiffrait à l'oreille et c'était aussi les débuts d'Internet. C'est pareil, on allait au cybercafé. Et il y avait pas encore tout à fait Guitare Pro, donc on cherchait les tablatures forcément. Les trois quarts étaient fausses, Ouais. les trois quarts c'était complètement faux. Et on avait aussi, on trouvait, en fait, on avait découvert un truc, c'était les morceaux au format MIDI. Donc Mhm. l'intérêt qu'on avait trouvé avec les formats MIDI, c'est qu'on pouvait désactiver des pistes, donc on pouvait isoler la piste de guitare. Bien sûr, c'était Ouais. l'interprétation de quelqu'un, hein, c'était pas généré par les musiciens eux-mêmes, donc, mais c'était quand même un outil Mhm. qui nous aidait pas mal. On déchiffrait comme ça, mais nous on travaillait beaucoup plus à l'oreille. Et c'est vrai que les tablatures, quand c'est arrivé, ça nous a pas mal aidé. Bon, quand je dis on, c'est le reste du groupe, hein. Moi, ça a toujours été à l'oreille quand j'apprenais les morceaux. Mhm. J'usais les cassettes et les CD. Et c'était une belle époque. Très bien. C'était la préhistoire de la Et c'est marrant, hein, parce que tu parles de ton premier concert. Moi, c'était avec Néandertalia à l'époque. Donc j'avais entendu Mhm. parler d'un concert et donc je suis allé voir et je te cache pas que j'étais pas très confiant sur la qualité. Je me disais forcément ça va Mhm. être nul, mais j'ai pas mieux à faire donc ouais, je vais aller voir. Et j'ai pris une claque parce que j'ai découvert déjà les sensations d'un concert live, chose que enfin dans un contexte métal, même avec du matériel rudimentaire, quand il y a la passion et la rage, tu es transporté.
Donc j'ai découvert ça et puis surtout je me suis dit mais merde, j'ai envie de faire la même chose maintenant. Tu as le virus qui t'atteint et c'est le début des ennuis parce qu'après tu as du mal à t'en débarrasser. Mais toi de ton côté, comment est-ce que tu as commencé à écouter du métal? Parce que là tu as parlé de ton premier concert, mais comment est-ce que tu as découvert tout ce domaine, tout cet univers musical? Alors, c'est mon oncle, ma mère et la télévision, D'accord. la parabole. Euh, à l'époque, je crois que quand on était jeune, peut-être le loisir le plus high-tech qu'on avait, c'était la télé. Oui. Du coup, des fois comme ça, tu tombes sur un clip de rock, on va dire, Mhm. et tu es captivé par le son de la saturation. Oui. Et puis, j'ai toujours l'image de ma personne étant jeune devant la télévision et regardant un moment où un guitarero, un guitariste claque un solo de malade et tu te dis, putain, qu'est-ce qu'il a la classe, lui. Ça change de Hit Machine et tout. Tu vois le truc, quand tu Je vois compares très très bien. voilà, Ça fait des années voilà, que j'ai tu pas vois entendu que parler ça, d'Hit Machine. Merci pour la nostalgie. Hit Machine, non. Ah oui. Du coup, c'est ça, ça change tu vois, de tout le reste là. Quand tu vois ça, ça te marque. Après, ma mère est une fan de musique des années 80, Mhm. c'est-à-dire avec tout ce qu'il y avait, hein, la disco, funk et tout ça. Donc, tu passes forcément par une case de rock. Et ma Oui. mère était une très grande fan de Queen. Ah, Donc, peut-être les premiers solos de guitare qui m'ont bercé, c'est ceux de Queen. très bien. Voilà. Et quant à mon oncle maternel, lui, il était un peu plus extrême dans ses choix, dans ses goûts musicaux. Donc, il était plus AC/DC, Metallica, Dire Straits et tout ça. Donc, Génial. quand je partais chez ma grand-mère en été, quand il était encore célibataire, donc il avait sa chambre, il avait sa chaîne hi-fi. Et donc, quand je rentrais, moi, il y avait des cassettes. Donc, justement, la fameuse cassette, une cassette verte. Je me souviens de cette cassette verte, pardon. C'était un live d'ACDC, volume 1. Je me souviens plus de l'année du live. En tout cas, le live C'est, commence par. Oh, je me souviens plus. c'est pas celui qui commence par Thunderstruck? Il commence par Thunderstruck, ensuite je crois il y a Ok. Shot to Thrill juste après, Je pense que et il y a Fire Your c'est Guns. le double live de 90 ou 92, juste après l'album The Razor's Edge. Et oui, je me rappelle de cette époque parce qu'en fait, il est sorti en cassette en Algérie. Faut le rappeler que c'était pas Voilà. facile d'avoir tout, mais ça faisait partie des albums qu'on avait l'opportunité d'acheter normalement chez un disquaire à l'époque. Estampillé Kadik, justement, Voilà. la cassette. Kadik, qui était La ca- l'éditeur plus ou moins officiel en Algérie à l'époque, et qui nous a permis d'avoir nos premiers albums de métal avant qu'on soit plus pointu et qu'on aille chercher, qu'on crée notre propre système de tape trading, c'est-à-dire les Mhm. échanges entre fans. Mais donc je te laisse continuer. Donc ton oncle avait cette fameuse cassette des CDC Ouais, plus d'autres joyeusetés, j'ai voilà. Donc, l'impression. absolument. Donc, j'avais récupéré, il m'avait donné cette cassette-là, que Oui. j'avais saignée dans mon Walkman à l'époque. Mhm. Euh, oh là là, truc de fou, hein, en train de parler de Walkman, Rachid. Ouais. Il y a quelque temps, on a parlé de Discman. Déjà, ça fait old school, mais là, le Walkman, Ah, le Walkman, c'est encore pire, tu on est total rétro, là. vois. Absolument. Donc, quand je partais chez ma grand-mère, donc j'écoutais des bribes de métal dans sa chambre pendant les moments à deux. Et bah, par la suite, je me suis mis à faire mes recherches moi-même. C'est-à-dire que je descendais au magasin Cadic d'El Oui, dans le quartier d'El à Alger, et je rentrais. Bonjour, salam alaikum, il est où le rayon rock? oui, Parce qu'à l'époque, fallait dire rock pour être plus ou moins compris. oui. Et là, le monsieur, très gentil monsieur d'ailleurs,
il m'orientait, voilà, il y avait, tu vois, il y avait des murs de cassettes. Je sais Oui, pas je si me rappelle tu t'en très bien, souviens. c'était des vitrines avec plein de cassettes. Voilà, des vitrines, absolument. Donc, le rayon, si tu veux, rock, c'était peut-être le plus petit. Et il était à côté, je me souviens très bien d'ailleurs de cette boutique, il était à côté du rayon musique orientale. Mhm. Donc, Ward al-Jazairiya et tu vois le truc. Ouais, Et il y avait, voilà, Iron Maiden, live Metallica, live S&M, le live d'ACDC, oui. les Scorpions. Il y avait beaucoup de best-of, si tu te souviens. Il y avait les Oui, oui, cassettes de c'était best-of. l'époque des best-of aussi, oui, oui. Voilà, donc c'était peut-être le seul moyen qu'on avait de faire le tour, un petit peu, le résumé d'une discographie à travers une cassette à 70 dinars. Tu vois. Donc Oui, vas-y, oui. go. Alors, Et c'est là, comme ça que là, d'un coup, j'écoutais. tu me rappelles tellement de souvenirs. Vas-y, je te laisse avancer quand même. Je veux pas te couper. Non, non, c'est bon, c'est-à-dire que c'est comme ça que j'ai commencé à écouter cette musique par moi-même. C'est-à-dire après D'accord. avoir été influencé par mon oncle et ma mère Ouais. et la télévision, j'ai commencé à acheter mes propres cassettes et d'agrandir ma collection. Et ensuite, on faisait ce que tu as dit, le trading, c'est-à-dire qu'on piquait, repiquait les cassettes de chez les potes. On se faisait même nos propres compilations. Oui. Voilà. Et voilà, jusqu'à ce que le CD devienne... Parce que le CD à l'époque, c'était un peu un luxe. Tu vois, le baladeur et tout ça, c'était un Oui, oui, peu... oui. Il fallait plus de budget, c'était un peu pour une certaine catégorie de personnes. Donc dès que c'est devenu un peu plus accessible, je suis passé à l'étape du baladeur. Voilà. Ouais, très bien. Très, très bien. Moi, ça me rappelle, là, tu parles des marchands de cassettes, les disquaires. Moi, je me rappelle, euh, en fait, j'ai commencé à aller chez les disquaires. J'écoutais pas encore complètement que du métal. Je suis passé par une phase où j'écoutais de la musique populaire de l'époque, hein, donc c'était le hip-hop, la funk, le R&B, un peu de dance music, parce que voilà, c'est tout le monde qui écoutait ça, mais c'est vrai que les disquaires, je me rappelle dès que j'étais au collège, j'ai commencé à aller tout seul pour acheter mes propres cassettes, et j'en avais même deux sur le chemin du lycée. Donc, lorsque j'allais au lycée, tous les jours, je passais devant le marchand de cassettes et je regardais ce qu'il avait reçu de nouveautés. Et effectivement, lorsque j'ai commencé à écouter du rock et du métal, j'allais tout le temps, j'allais directement, ou alors, comme il me connaissait, il me disait, ah, on a reçu ça, regarde. Et il me mettait la cassette, et il n'y avait pas de problème, hein. Il pouvait mettre de tout. Donc, il me faisait écouter les nouveautés, et puis, moi, bien sûr, au bout de quelques secondes, je savais si ça me plaisait ou pas, mais bon, avec le peu d'expérience de l'époque, ça me plaisait dès qu'il y avait un peu de guitare, avec de la disto, c'était bon. C'est normal. Oui, oui, bah oui, t'as pas encore l'oreille complètement affinée, donc tu acceptes un peu tout. Et c'était une belle époque. Mais merci de m'avoir rappelé que j'avais complètement zappé tout ça, tu vois. Eh ben, j'ai une question. Ta cassette la plus rare La qui plus traînait à rare. l'époque, ouais. Tu veux dire C'est-à-dire qui courait pas les rues cassette récupérée par le tape trading en ou magasin, qui ne courait pas les rues. ah, une cassette en magasin qui ne courait pas les rues. Bah là, si tu me poses une colle un peu, laisse-moi réfléchir, hein. Je sais pas, c'est Tu en veux que je te donne la général. mienne? Vas-y. C'était une cassette Best of Dingby Malmsteen. Non, t'as trouvé ça à Alger? Euh, je vais te dire où est-ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé ça Ouais. dans un magasin en face de la cité universitaire des filles à Benaknoun, à Alger. Improbable, Ouais. improbable. En 2002. Super. Eh ben, pour le coup, j'ai une cassette rare et l'album est d'autant plus rare de nos jours. C'est un groupe inconnu, hein. Et je l'ai pas trouvé au sein d'un disquaire. C'est carrément un truc vraiment improbable. À côté du lycée, il y avait des mecs qui faisaient du marché noir. Ils mettaient des tapis par terre Mhm. et ils mettaient plein de cassettes. Et souvent c'était de la contrefaçon, mais des fois t'avais des vrais albums. Donc en fait, ce qui a attiré mon attention, c'est que je passais, et j'ai
j'ai vu un best-of, on en parle, hein, best-of de Deep Purple. Donc forcément, ça m'a attiré mon attention. Donc je prends la cassette et tout, et juste à côté, je vois une cassette. Bon, je comprends tout de suite que c'est un album de métal, hein, la pochette, le logo, mais je connaissais pas le groupe. Ça s'appelait Bitter End, et surtout, je vois le logo du label Metal Blade. Alors, je me dis, ah bon, ça c'est soit du heavy, soit du trash. Et Metal Blade, c'est un putain de label, ça fait pas de la merde. Donc, bien sûr, j'ai négocié avec le mec, j'ai pu acheter les 2 cassettes pour une bouchée de pain, parce que lui-même ne savait pas ce que c'était. Donc, Ouais. Deep Purple, forcément, je l'ai écouté tout de suite, y a pas de problème. Je mets Bitter End, et là, je tombe sur un clone de Megadeth, période Rust in Peace, mélangé à du crossover à la Suicidal. Bref, c'est une pépite. Hein. D'ailleurs, en arrivant en France, j'ai tout de suite cherché le CD. Et donc j'ai un CD First Press d'un groupe inconnu. Il y a que moi qui dois être fan. Donc je vous conseille. Même la voix, c'est vraiment à la Dave Mustaine. Les parties de guitare sont excellentes. Il y a un guitariste qui est plutôt shredder façon Mustaine Hammett, et l'autre qui est très Marty Friedman, avec beaucoup de solos néoclassiques et tout. C'est un régal, cet album. Voilà, donc c'était la cassette la plus rare et la plus improbable qui est devenue une pièce de collection chez moi. Collection. Super. Et donc voilà, donc tu es métal, tu as écouté du métal, tu es rentré dans le circuit, t'as fait tes premiers concerts. Alors maintenant, tu vas me parler de tes premiers groupes. Comment ça s'est passé, et puis est-ce que tu as trouvé des musiciens rapidement pour partager ta passion? Alors, en 2005, fin 2005, Oui. j'ai fait la rencontre d'un ami qui est devenu un ami, qui s'appelle Ali Benkhouda, qui aujourd'hui vit en France. Ok. Alors, je l'ai rencontré, et c'est un truc de faux parce qu'il habitait pas très loin de chez moi, mais on s'était jamais vu auparavant. Ah, c'est bizarre, c'était effectivement. Ouais. Et comment est-ce que je l'ai rencontré? Au fait, c'était le pote d'un cousin. Ok. Et le jour de l'Aïd, c'était l'Aïd, mon cousin, sa mère et son père, etc., sont venus chez ma grand-mère. Tu sais, le jour de l'Aïd, on se rencontre tous Oui, dans la maison des grands-parents. Oui. C'est la fête familiale. Et tu vois, quand on est... je pense que tu as déjà vécu ça aussi. Tu as toujours quelqu'un dans ton entourage qui te dit « tu sais, j'ai un pote comme toi, hein, c'est un malade, et il écoute du rock et tout. » Tu vois. Il est taré comme toi, il écoute des trucs bizarres. Il est taré comme toi, et voilà. Et donc, il m'a dit « Tu sais, j'ai un pote, j'ai un ami comme toi, il écoute Metallica, machin. Je devrais te le présenter. Hein. » Ok. Eh ben, le jour de l'Aïd, il avait appelé. Okay. Et il lui a dit, descends, le quartier, voilà, machin. Il est venu. Et il avait un t-shirt Children of Bodom, je me souviens. Et moi, j'avais un t-shirt Dimmu Borgir à l'époque. Après, il me dit, c'est qui ce groupe? Je lui dis, tu connais pas Dimmu Borgir? Sérieux? Après, il y a mon pote, mon cousin, il me dit, vas-y, ramène ta guitare, tu vas voir, il joue mieux que toi. On était jeunes, on avait, je sais pas, 16 ans, un truc comme ça. Ouais, d'accord. Et ben, j'ai ramené ma guitare, on a commencé à jammer ensemble, et le courant est très vite passé. Alors, on était tous les deux très, très fans de Metallica. Oui. Et ben, depuis ce jour-là, on s'était plus quittés. Donc, on se retrouvait tous les jours, tous les soirs, c'est-à-dire après l'école. Et on jouait à la guitare, jusqu'à ce qu'on ait décidé de fonder le tout premier groupe de métal que j'ai eu, c'est-à-dire Curse of Pharaoh. On l'a fondé avec Ali. Ensuite, on a tout de suite trouvé d'autres musiciens, un bassiste qui n'habitait pas aussi très loin de chez Ali, et un batteur qu'on a rencontré par l'intermédiaire d'autres personnes. Tu sais, on se retrouvait souvent à Alger Centre pour boire des cafés, fumer des clopes et discuter. Oui. Et parmi ces personnes-là, il y avait un batteur.
Et donc, on avait fait le tout premier groupe, Curse of Pharaoh. On répétait dans le garage de la maison d'Ali. Et tous les jours, il y avait les voisins, son papa. Tous les jours, on avait des jets de pierre sur, sur le portail à diminuer le bruit. Il y a des gens qui dorment et machin. Et c'était comme ça qu'on a commencé, que j'ai commencé le tout premier groupe de musique que j'avais. Ouais, les voisins, ça j'ai connu. Euh, les maisons de jeunes où tu vas et tu te fais virer, les maisons de jeunes où tu vas mais ils ont pas envie de te dire directement, ils veulent pas passer pour des méchants, donc ils te demandent pas de partir, ils font pire, ils coupent le courant dans la maison de jeunes, Ouais. comme ça il y a que des groupes qui jouent en acoustique qui peuvent jouer. Ou Et bien il change la serrure oui, de la salle de répète. mais, mais mais ça prouve l'engagement du musicien quand tu résistes à tout ça et que tu avances quand même. C'est là que tu prouves que t'es un vrai, que tu en veux, que c'est pas juste une envie passagère, c'est pas juste un délire qui se passe un week-end ou pendant les vacances. C'est vraiment un engagement de vie, quoi. Alors écoute, tu parles de maison de jeunes, je te raconte ça. On répétait, comme je t'avais dit, chez mon pote Ali. Et Mhm. après, il y a eu une période, parce qu'on faisait tellement de bruit dans le quartier que c'était plus possible. En plus, il y avait la mosquée qui était pas très loin, donc pour Ça ne faisait encore pas, plus de pour ne problèmes. pas, ouais, absolument. On est monté répéter au niveau de la maison des jeunes de mon quartier de l'époque, Bouzaria. Mhm. Et la maison de jeunes de Bouzaria, je sais pas si tu t'en souviens, mais elle est collée à la police, à Ouh la là sûreté là de là. Daïra. Voilà. Et D'accord. la chambre, la salle de répète, elle est tout à fait à gauche de la maison de jeunes. Et mais vraiment, il y a un mur entre la salle de répète et la police. Et ben, on s'est mis à déranger la police après, tu vois, après les voisins. Je me C'est ça souviens une les. fois, il y avait un flic qui était, ouais, il y avait un flic qui était venu. C'était un vendredi, tu vois. Bah, il était il bossait, il était de permanence, je crois, Oui, d'astreinte, comme oui, on dit. d'astreinte. Donc déjà, il voulait pas bosser, tu vois. Tu le Oui. ramènes un vendredi, voilà. Il est venu, je te promets qu'on attendait le moment où est-ce qu'il allait déballer le flingue. Il est venu en criant, mais c'est quoi ce boucan, etc. Oula, je vous tire dessus. Oh, jamais j'oublierai ce jour. Ça, je l'ai vécu en répète avec Mass. Donc Mass, c'est un groupe qui a eu à l'époque au niveau d'Alger. Mass qui a fini par devenir un groupe assez connu en Europe et surtout en France. Donc Assil. Donc les racines Ah de ouais. Assil viennent de ce groupe qui s'appelle Mass. Et j'ai eu l'honneur de jouer avec eux pendant quelques temps avant qu'ils ne splitent. Et on avait pour la petite anecdote, on avait l'espoir, enfin on avait une opportunité pour venir jouer en France et ouvrir pour Noir Désir. Super Mhm. opportunité. Donc on avait préparé tout un dossier, toute une setlist. On a eu un peu d'aide pour nous permettre de répéter. Donc on avait accès à un cinéma. Donc le cinéma français, je crois qu'il s'appelle, au centre-ville. Mhm. Mhm. Donc on répétait là-bas. C'est pas beau de vieillir, hein, on oublie pas mal de choses. Donc on répétait là-bas et effectivement on a répété un vendredi. Et d'habitude il n'y avait pas de problème parce que c'est un cinéma. Mais ce jour-là, il y a un flic qui habitait à côté. D'habitude il n'entendait pas parce il était en service. Ce jour-là il était en congé. Ouais. Il a déboulé dans la salle. Je vous coffrais, bande de bâtards. Vous faites du boucan, vous me laissez pas dormir. Vous allez voir. Je tous vous coffrer ce soir, vous allez dormir en cellule. Et, 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 Ah, et on était là, oh là là, c'est mal barré. Bref, c'était une situation assez compliquée. En plus, Amine, le chanteur et leader, est d'un tempérament assez nerveux.
Et lui, il me dit, je t'attends, amène-toi, t'es pas en service, on a rien à foutre, on va régler ça. On essayait de les séparer et tout. Bon, au final, le directeur du cinéma était pas loin, enfin, le responsable, il l'a pris à part, il l'a calmé, il lui a dit, écoute, c'est des jeunes, il faut quand même qu'ils aient de quoi s'exprimer. Il y a rien dans ce pays. S'il y a, dès qu'ils font quelque chose, on vient les menacer de les mettre en cellule. Rien ne va avancer. Et bon, il nous a dit, vous baissez le son. Ben, en fait, on a baissé, mais il est revenu quand même. Il nous a dit, bon, les gars, là, c'est pas possible. Et c'est là, bon, on a arrêté de répéter là-bas. On a dû changer d'endroit et tout. Donc, tout ça pour, pour dire que c'était un problème constant. C'était galère à l'époque, hein? Oui, c'était galère. Moi, avec mon groupe Worth de l'époque, on répétait dans ma chambre. On a répété 2 ans dans ma chambre jusqu'au jour où les voisins qui étaient juste à côté, ils sont venus, ils ont dit à mes parents, c'est plus possible, nos enfants, ils peuvent même pas réviser pour leurs examens. Parce qu'on faisait ça le week-end, donc c'était le moment où ils révisaient. Ouais. Donc ça a été le début de la vraie galère pour trouver des endroits où répéter. On a même répété, alors ça j'oublierai jamais, on a répété dans la chaufferie de la piscine de l'hôtel El Marsa, Sérieux. en plein été, la chaufferie. Donc je te laisse imaginer les conditions. T'as des tuyaux partout il devait faire plus de 40 degrés dans la salle. Pas de ventile, bien sûr, c'est pas fait pour. Et on a répété là-bas et on a préparé justement l'enregistrement de la première démo, la seule démo d'ailleurs qui est sortie de Worth. Ben, on l'a préparé dans cette chaufferie, dans ce local technique. Hell Patrol, ouais. Ouais, c'est comme ça. Et c'est de bons souvenirs. Puis ça t'apprend à être en forme pour jouer sur scène sous les projecteurs. Après avoir, tu t'entraînes dans ces conditions-là, c'est comme dans Dragon Ball quand ils mettent des habits plus lourds. Ouais, absolument. Et là après, quand t'arrives sur scène, les projecteurs, c'est rien ça. Moi j'ai pas chaud. T'as chaud toi? Non, moi j'ai pas chaud. Très bien, Hamzé. On va revenir un peu sur ton activité musicale. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de tes groupes? Est-ce qu'il y a de l'actualité? Puis surtout, si tu veux parler de ton projet principal, Jugulator ou Jugulator, je t'encourage à le faire, c'est le moment. À toi la parole. Alors actuellement avec Jugulator, on est en train d'enregistrer le 3e album. Ok. D'ailleurs, ce matin, je suis parti faire les voix. Ok. Voilà, je suis à l'étape des voix, donc on a bouclé 4 titres, 4 titres pour les voix. La suite, je ferai ça la semaine prochaine. Donc, on est en train de bosser dessus et on prépare un événement assez important ici en Algérie. Je vais te garder la surprise pour plus tard. D'accord. Parce que tant que c'est pas encore officiel, je préfère m'abstenir de le dire. Ok. Mais on prépare quelque chose de gros sur Alger. Voilà, ça c'est pour Jugulator. Après le reste, on avance petit à petit avec d'autres projets, comme la formation que j'ai avec Nazir, que tu connais très bien. Ah, c'est le frangin, Nazé. Voilà, on a déjà Corsam ensemble. On avait sorti un EP en 2018. Oui. Et là, on est en train de bosser sur le premier album. On a également un autre projet en parallèle avec Nazé. On joue du stoner qui s'appelle Hijack. Et on va bientôt reprendre les répètes parce qu'on était en pause Ramadan. Oui. C'est fatigant. Moi, je peux pas répéter pendant Ramadan. C'est compliqué. Donc, il te faut ton café pour être en forme. Absolument. Je suis trop en mode zombie pour ça. Et on a récemment, écoute, tu as parlé de Jugulator. Récemment, on a joué, on a fait une date juste avant Ramadan à Ibn Zaydoun.
D'accord. Ça fait depuis 2000. Alors le dernier concert de métal qu'il y a eu là-bas, c'était en 2008. Waouh. Moi, j'ai fait 2 concerts là-bas Ouais, et super souvenir, hein. Un concert en 2001, un concert en 2002. ouais. Donc il y avait plus rien depuis 2008. Il n'y avait plus rien dans cette salle, pas de Mhm. concert métal dans cette salle, excepté en 2019 avec les Lahel quand on a joué avec les Bordelais de Gorod. D'accord. Très On bien. avait fait 2 dates avec Gorod à Alger et à Annaba. On Mhm. avait joué à Ibn Zaydoun cette fois, Ok. c'est vrai. Mais voilà, c'est tout. Donc depuis 2008, il y a eu cette date-là. D'ailleurs, c'était pendant la Coupe d'Afrique, c'était pendant le match contre la Côte d'Ivoire. Depuis, plus rien jusqu'à cette date. Donc ça fait plaisir parce que quelque part, cette salle-là, on avait fait, moi perso, j'avais fait mon éducation de la scène métal là-bas. La Oui. majorité des concerts étaient à Ibn Zaydoun. C'était un truc de fou. Quand tu Oui. rentres, tu sais, je suis rentré, la salle était vide. Je te promets que j'ai eu un flash de la salle archi comble, genre vers 2004-2005, énormément de monde. Et tu vois, j'ai senti l'odeur des concerts de l'époque. Je sais pas si Ouais. Oui, tu oui, je vois visualises un très petit bien. peu. Moi, je me rappelle, La chair de poule, quoi. moi, j'ai beaucoup de bons souvenirs avec cette salle, notamment avec le groupe, bien sûr mon groupe, et puis les groupes avec lesquels on a joué, et puis même les groupes que je suis allé voir là-bas. Vraiment, c'était la première véritable grande scène sur laquelle j'ai joué, et c'est la première fois aussi où j'avais joué dans une salle comme ça avec un public qui était venu pour nous voir, et, Mhm. et je sais plus combien elle prend bien 600 personnes cette salle. Ouais, 600. Ouais. Ouais, ouais, bah 600, c'était. 600. Moi, je sais que Assis et debout, on va dire. oui, je me souviens avoir fait un concert sold out là-bas, ce qui était pas du tout évident et qui m'avait. Enfin, j'ai beaucoup de fierté par rapport à ce qu'on avait accompli à l'époque et tous les souvenirs qui sont liés à cette salle. Effectivement, c'est pour moi c'est une salle mythique hein, pour notre scène et pour nos groupes et notre histoire et ça fait plaisir de savoir qu'il se passe encore des choses à l'heure actuelle là-bas. Euh, tu as parlé de Jugulator, de Corsan, de Hijack. Bon, Hijack, tu as cité le style, tu as dit que c'était du stoner, mais Mhm. Jugulator, on sait pas. Si tu peux en parler, puis pareil pour Corsan. En fait, j'aimerais que tu montres un peu le côté versatile de tes groupes, parce que tu pourrais être juste dans un Mhm. seul style, et en fait, non. Non, 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 justement. Mhm. Alors, Jugulator, à la base, c'est du trash. Ouais, Moi, je suis un malade mental de la scène trash américaine Bay Area. super. Donc moi, je dors avec Testament, je me réveille avec Metallica, je mange, je mange avec même les New-Yorkais, même les Overkill, les Anthrax et tout ça. Ouais. Donc j'adore cette scène-là. Après, honnêtement, j'écoute un peu de tout, hein, sauf 2 ou 3 styles de musique dans le métal que j'arrive pas à avaler. Mhm. Mais sinon, je suis très très ouvert. Et même dans des trucs que je n'aime pas, j'arrive à trouver des fois des trucs sympas. Donc je prends le meilleur, tu vois. Ouais, ouais, je Donc vois bien. Jugulator, à la base, c'est du trash. Donc le premier album qu'on avait sorti en 2019, Alexitium, c'est du trash metal très simple, pur et dur. Donc c'est juste une envie viscérale de faire du metal rapide avec des riffs et comme vous dites en France, c'est tout pas, c'est ça? Ah oui, oui, Les la rythmes, polka. voilà, absolument. Le skunk beat. Le En vrai, deux, c'est le skunk le beat. Skunk Beat, voilà, le Skunk Beat. Le deuxième album qu'on a sorti en 2019, Under the Verdict, il est un peu plus mature parce que en fait, il faut comprendre que le premier album, c'était des morceaux que j'avais composés à l'époque de Curse of Pharaoh. Mhm. Donc vers 2006, 7, 8, tu vois, j'étais jeune. Et le deuxième, on sent un peu plus de maturité. Et là, le prochain, il sera beaucoup plus agressif, mais aussi beaucoup plus progressif. Ok, super. Ça, c'est d'une part, et sans oublier que le fait que les 3 albums sont un concept, c'est-à-dire que c'est une trilogie, c'est Mhm. une histoire divisée en 3 parties.
Donc, dans le premier album, on avait parlé de certains événements historiques que nous avons vécus, comme les 10 ans de terrorisme en Algérie, Oui. par exemple, comme le printemps arabe de 2012, comme, tu vois, des événements qui se sont réellement produits, que ce soit chez nous ou bien chez des pays qui sont à côté de nous et dont on a des amis là-bas, par exemple. Mhm. Oui. Le deuxième album, c'est une, on va dire, projection fictive vers un futur alternatif où, si les choses continuaient à avancer dans cette direction, il pourrait y avoir ce type de résultat qu'on explique dans le deuxième album, et même si tu veux, certaines pratiques ou certains fléaux qui existent en Algérie, comme par exemple le Haraga, l'Eldorado, les gens Oui. qui quittent le pays très jeunes dans dans des embarcations de fortune Oui, pour aller et pour un pour aller de l'autre hypothétique côté de la mer. meilleur avenir en Europe. Voilà. Oui, oui, oui. Sauf que des fois, ça se passe pas comme ils souhaitent, donc ils sont confrontés à d'autres problèmes qu'ils ne connaissent pas dans leur pays d'origine, comme Mhm. par exemple le racisme ou bien des trucs comme ça qui n'existent pas chez eux. Oui. Et le troisième album, alors là, c'est complètement post-apocalyptique, c'est de la fiction, c'est très inspiré de Alien, de Fallout, de jeux vidéo post-apocalyptiques comme on a l'habitude. Comme j'aime bien, moi, les Mhm. BioShock, ça va dans cette direction-là. Donc c'est du trash aussi, mais saupoudré de métal extrême et de autre chose que vous découvrirez plus tard. Ah bien, bah, ça Alors, donne bien ça c'est pour envie. Jugulator. Inch'Allah, espérons, espérons. Oui. Alors, pour Korsan, tu sais que, alors moi et Nezih, on a un petit peu les mêmes influences, Oui. sauf que Nezih aussi est très fan du métal des années 90. Mhm. Il aime bien tout ce qui est groove, tout ce qui est metalcore des fois. Oui. Donc tout ce qui est Kill Switch Engage, tout ce qui est... bon, on a le même amour pour Pantera et tout. Donc Korsan, c'est un peu ça. C'est du métal moderne, Oui. très axé sur le groove. Mais des fois, tu trouves du thrash, tu trouves du heavy, tu trouves du métal mélodique, un peu à la In Flames, à la des trucs comme ça. Oui. Des choses qui se faisaient durant les années 90. Donc, mais le maître mot de Corsa, c'est surtout un son lourd, un accordage bas, et c'est très groovy. Enfin, Ouais. c'est-à-dire Ouais, que, ouais. voilà, tu bouges la tête, le pied, C'est à fond. entraînant, C'est ça, c'est ça ça. fait bouger le popotin. Et tu fais une gueule, tu vois, je sais pas Ah oui, si tu fais une c'est gueule très quand tu écoutes. important la gueule, tu fais la grimace. Voilà, tu fais une certaine grimace quand tu écoutes. Voilà, c'est ça. Parfait. Voilà. Mais bon, Alors, moi je connais très bien je connais très bien Nezé et puis Nazer, ouais. je pense que tu n'es pas au courant, mais on est en train de faire un projet tous les deux à distance. Ah, Ouais, ah, ouais. On en petit reparlera plus tard, cachotier. mais mais bon, Je, parce que tu me je parles, sens que ça va être dégueulasse. tu parles de groove, tu parles de faire des grimaces, on est en plein Je dedans. sens que ça va être dégueulasse. Ouais, Dans le bon ça va être sens, pas hein. mal, ça va être pas mal, comme il faut. By the book. Ouais, ok, ça marche. Alors aussi, mon autre projet, alors je vais titiller ton terrain de jeu. Je joue Mhm. aussi à la batterie Ouais, avec un bien. autre. Ouais, je joue. Bon, je me débrouille en batterie, hein, restons modeste. J'ai un projet qui s'appelle Psycorrupted Mhm. avec donc mon beau-frère d'ailleurs D'accord, super. et le guitariste de Jugulator qui est avec nous à la basse euh, et deux autres musiciens. Et ce qu'on fait avec Psycorrupted, c'est du prog, mais assez agressif. C'est-à-dire que c'est du prog, mais plus basé sur on va dire, du heavy trash Mhm. que sur du rock, tu vois. Oui, très bien. C'est-à-dire que, voilà, il y a du skunk, mais c'est des morceaux à tiroir, etc. Et là, on est en train justement de bosser sur le premier album. Donc, on y va petit à petit. Et pour finir, Les Lahel, que tu connais très bien, c'est le Exactement. seul groupe pour le moment qui arrive à s'exporter. Mhm. Donc c'est le seul groupe avec lequel on part en tournée à l'étranger. On est déjà venu jouer en France, on a partagé des dates ensemble. Oui. Euh, voilà, avec les Lahel, donc comme tu sais, un EP,
2 albums et le prochain en préparation normalement. Redouane t'en dira plus. Oui, Donc oui, je de toute suis à la base façon, venu à quelle heure. moi je suis toujours en contact avec Redouane depuis toutes ces années, et puis Mhm. il va probablement, enfin c'est pas probablement, il va bientôt venir lui aussi dans le podcast Ghetto, Ah, il le faut. et on va voir un peu ce qu'il fait en ce moment, parce que je pense on a un peu perdu de vue ce qu'il faisait ces derniers temps, mais j'aimerais lui donner une tribune pour qu'il nous raconte un peu Mm. son actualité. Il bouge pas mal, hein. Tu Ouais, seras je servi. sais. Donc voilà, je fais jamais 2 fois la même chose. C'est-à-dire que certes, je joue avec plusieurs groupes, mais hors de question que je fasse la même chose. Donc c'est des styles différents, une autre approche, une autre façon de réfléchir, une autre façon de composer. Et ça me permet de me reposer aussi de ce que je fais avec Jugulator. Mhm. D'ailleurs, j'ai même récemment fondé un groupe de hard rock avec des potes, Ouais, histoire de souffler un petit peu. très bien. On est en train de Alors préparer toi, un EP. pour souffler, tu te rajoutes un groupe. C'est un peu comme moi, quoi. Alors, ouais, c'est ça. En fait, pour souffler, c'est-à-dire pour permettre à mon cerveau de souffler. C'est-à-dire pour passer de Jugulator où c'est très basé sur les riffs, où tu dois être bien concentré, chanter, jouer les riffs en même temps, etc., à quelque chose de plus simple musicalement, mais de plus entraînant. Oui, Tu vois, quand tu joues du hard rock, comme on dit à Alger, win just back, c'est-à-dire que oui, la propreté du jeu, on va dire que c'est pas le plus important. C'est surtout oui. Tu joues tu plus vois, au l'ambiance feeling. générale. Tu joues plus au feeling. Voilà, absolument. Oui, Et ça te permet de reposer un petit peu ton cerveau d'accord. par rapport à ce que tu fais. Et là, je vais te poser une question. C'est pour comparer un petit peu euh, Mhm. mon époque et la tienne au niveau de nos parcours à Alger, au niveau de la Mhm. scène métal. Parce que moi, j'ai fait de la musique quand j'ai commencé vraiment quand j'ai fait mes études supérieures, donc après le bac, après le lycée. Et donc sur cette période-là, on était tous étudiants, donc on avait un peu de temps à consacrer à la musique. Et après, bon, moi j'ai fini mes études et je suis venu en France. Donc j'ai pas vraiment vu le virage, c'est-à-dire que lorsque tout le monde rentre dans la vie active, tout le monde commence à se poser dans la vie. Comment ça se passe parce que tu en as parlé un petit peu hein, tout à l'heure par rapport à ton oncle, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de musiciens qui arrêtent dès qu'ils rentrent dans la vie active ou dès qu'ils se marient, dès qu'ils fondent une famille. Et en fait, c'est comme s'il y avait un tabou, quoi. Tu peux pas être musicien à côté. Enfin, on dirait que tu dois passer à l'âge adulte. C'est la société qui te pousse un peu à ça. Enfin, ça c'est ma vision du truc, mais j'aimerais avoir ton avis là-dessus et savoir aussi comment tu fais à l'heure actuelle pour garder un line-up et avancer. Ah, c'est une très bonne question. Alors, tu as raison sur le fait que ce soit notre société qui est un peu construite comme ça. Je m'explique. Pour certains, peut-être, à l'époque, même et surtout ceux de ta génération, Oui, il y en a beaucoup, effectivement. Alors, dès qu'ils terminent leurs études, donc ils rentrent dans la vie active, ils commencent à travailler, ça se coupe les cheveux, ça se met en chemise, ça bosse, ça arrête la musique. Donc, il y a cette catégorie-là. La deuxième catégorie, c'est ceux qui ont changé de style musical. oui. Ils sont partis vers quelque chose de plus, on va dire de plus, qui paye mieux, voilà, Mhm. qui paye mieux. Si tu te souviens de la vague de musique Gnawa Oui, oui, des années je me 2000, souviens très bien. Je me souviens très voilà. bien. Beaucoup de musiciens métalleux se sont retournés vers ce style de musique. Et troisième catégorie, c'est justement le mariage. Donc tu te maries, tu fondes une famille, il faut que tu sois sérieux. C'est Oui, bon, la guitare et machin et tout. Ça, tu étais jeune, l'adolescence, la fac, les potes et tout, ça y est, ça c'est à l'époque. Maintenant, tu es un adulte, monsieur. Donc, tu dois être crédible aux yeux des parents, de la mariée, etc., etc. Tu vas pas demander la main à une fille et le papa te dit, tu fais quoi dans la vie, mon fils? Toi, tu lui dis, je gratouille. Tu vois le truc? je fais du Et non, dans leur grindcore. tête,
Voilà, je fais du grade corps. Ou bien ceux qui jouent à Counter-Strike en pro, et ils disent, des fois je suis flic, des fois je suis terroriste. Ça dépend. Ça dépend. Mais il est pro, il est payé, le mec. Ouais. Donc ça, malheureusement, dans la mentalité générale ici, c'était comme ça. Moi aussi, j'ai remarqué ça. Maintenant, peut-être que pour eux, c'était juste une période d'adolescence. C'est-à-dire que, parce que moi, je pense pas, moi, je crois pas que quand on aime, on ne compte pas, tu vois. Quand on veut, on peut. Si tu aimes Exactement. vraiment ça, si tu es vraiment passionné de ça, il y a aucun obstacle. C'est pas vrai. Il n'y a pas d'obstacle, il n'y a aucune raison, sauf si vraiment, vraiment, genre tu n'as pas 2 heures de libre par semaine pour répéter. Oui. Ça, je doute que ça existe. Tu peux avoir 2 heures de libre par semaine pour retrouver tes potes en salle de répète et faire tes 2 heures, et c'est bon, ça suffit. Tu vois. Donc, Exactement. il y a eu un autre phénomène, c'est certaines personnes qui se sont retirées et qui sont revenues, Mhm. dont Nézé, par exemple. Oui. Il s'était arrêté pendant un bon moment, puis il a repris. Parce que ça le démangeait trop, tu vois, il pouvait pas Bah, ça rester. fait partie de lui, donc Euh, quelque part, il mhm, a beau lutter, ça revient. absolument. Donc, moi, je pense que voilà, peut-être que certains ont manqué de volonté, ou peut-être que certains faisaient ça à l'époque parce que c'était juste cool, tu vois, Mhm. et que c'était pas vraiment, vraiment. En tout cas, ils sont peut-être moins passionnés que ceux qui n'ont pas lâché, comme Erdogan, par exemple. Oui. Bon, Redouane, Et Redouane fait aujourd'hui, ça depuis plus oui, longtemps que toi et moi, donc absolument. Donc, c'est c'est le même c'est si le Erdogan dernier a des passé une Mohicans. petite période, ah, c'est le dernier des Mohicans, c'est vrai. Même si lui aussi, il a eu une petite période de creuse, mais ça n'a pas duré très longtemps. Et pendant Mhm. ce temps, il faisait autre chose. Il produisait des groupes. Il avait produit Devast à l'époque. Il avait produit, je me souviens plus qui d'autre. Carnavage, non? Demkharateya, Carnavage, Demkharateya. Il leur avait Mhm. fait leurs premiers albums. Et voilà. Et maintenant, pour moi, comment est-ce que je trouve le temps? Bah écoute, il suffit d'être bien organisé, tout simplement. Moi aussi, j'ai une famille. Moi aussi, je Oui. bosse. Parce que Metal don't pay, tu peux pas vivre Ah de non, ça c'est clair. déjà à l'étranger, alors là en Algérie. Mais j'arrive à trouver le temps parce que tous les projets tous les groupes avec lesquels je joue ne sont pas, on va dire, actifs au même rythme et pas de la même façon. Oui. C'est-à-dire que certains demandent plus de travail que d'autres, d'autres sont moins actifs que d'autres. Donc j'arrive à caler ceci et cela. Et puis voilà, c'est tout. Oui, c'est un système de planning. Tout simplement, tout simplement. Oui. Il faut juste le vouloir, c'est tout. Il faut juste être. Quand tu aimes, tu trouves des solutions. Quand tu as un objectif pour l'atteindre, tu trouves des solutions Tu vois, par exemple, je te donne un exemple très simple. À une période, je jouais au football 2 fois par semaine. Mhm. Il y a eu un moment, avec l'accumulation des projets musicaux, eh ben, j'ai dû diminuer. Je jouais 1 fois par semaine. Voilà. C'est Ta des gestion choix. des priorités, c'est des choix. Tu préfères la musique au football. J'ai choisi la musique. J'ai diminué un match. Maintenant, j'ai diminué les 2 matchs. Je joue 1 fois tous les 15 jours pour garder la forme, c'est tout. Mhm. Pareil, je jouais beaucoup aux jeux vidéo à l'époque. Aujourd'hui, je joue plus comme avant parce que la musique a pris cette place, mais c'est un choix que j'ai fait, tu vois. Exactement. Bah, si toi, tu as besoin d'être créatif et c'est viscéral, forcément, ça va prendre le pas sur des choses où tu es plutôt. Enfin, je dis pas que tu n'es pas actif, mais tu n'es pas dans un processus créatif. Tu n'es pas passif en fait, mais Mhm. en fait, c'est plus gratifiant quand tu es dans un esprit de création, de créativité, où tu es stimulé en fait pour créer des choses, alors que juste, enfin, je critique pas hein, le sport ou les jeux vidéo, hein, c'est pas du tout c'est pas le projet, hein, Mhm. mais je pense qu'il y a un côté plus gratifiant en fait quand tu crées que lorsque tu consommes ou tu fais que Mhm. appliquer en fait. Je sais pas si tu as, Je comprends voilà, ce que tu très veux bien. dire. Ouais, C'est ouais, j'ai peut-être pas compris. très Mhm. clair.
Non, des fois, si. des fois, les idées ont du mal à sortir. Non, non, c'est très clair. Le football, tu pratiques, c'est tout est clair. Tu joues ton match et puis c'est tout. Voilà, Le jeu vidéo, tu le joues, alors que la musique, tu dois te casser la tête, tu réfléchis, tu composes, tu refais, c'est ça. voilà, c'est ça. Ramsey, moi, j'aimerais savoir un peu comment ça se passe de nos jours au niveau de la scène algérienne, pas juste algéroise, hein, et savoir un peu aussi comment ça se passe par rapport aux autorités, parce que moi, je vais encore une fois, je vais revenir à mon époque. Nous, on était sur la fin de la période de terrorisme, et quelque Mhm. part, c'était bizarrement, c'était facile pour nous de jouer. Mais je pense que c'était aussi parce que l'État était content de voir que les jeunes ne faisaient pas de politique ou se mettaient pas dans la contestation sous couvert d'islamisme. Mhm. Et je pense que c'est pour ça aussi ils nous aidaient, en tout cas, ils nous encourageaient à leur niveau, sans bien sûr que c'était pas fou non plus, mais on n'avait pas forcément beaucoup de bâtons dans les roues pour organiser des concerts ou juste se réunir. Donc j'aimerais savoir, je sais que ça a un peu changé par la suite et que la scène aussi s'est vachement réduite. Et j'aimerais savoir un peu quel est l'état des lieux à l'heure actuelle. Alors, tu as raison, à votre époque, en pleine décennie noire, il y avait des concerts, et il n'y avait pas de problème. Et comme tu as dit, j'irais même plus loin que ça. Les autorités peut-être voyaient en ça comme un genre d'espoir et de victoire Oui. contre l'ennemi terroriste. C'est-à-dire que, tu vois, le fait qu'il y ait des jeunes qui faisaient des concerts, les étudiants, les jeunes se déplaçaient pour aller voir les concerts, aux yeux des autorités, c'était une forme de résistance, une façon de dire, malgré que le pays est en feu et à sang, regardez. Les jeunes sont là, ils vivent leur jeunesse comme ils peuvent. Donc, il faut laisser ça, il faut laisser faire ça. Ouais. Euh, Ensuite, c'est devenu, les années 2000, ça a explosé. Quand le terrorisme s'est arrêté, ça c'est, on va dire, le métal et même la musique en général s'est démocratisé. Il y avait plus, les salles étaient ouvertes à tout le monde, etc. Il y avait beaucoup plus de groupes. Et ensuite, il y a eu les 20 ans de Boutef qui Mhm. ont fait que, en fait, le truc, c'est qu'à l'époque, à votre époque, les responsables, par exemple, de salles, ou les responsables de galeries, ou les responsables de cinéma, c'était des gens de culture. Oui. C'était des gens du domaine. C'est-à-dire que c'était des personnes. C'était, par exemple, quand tu vas voir le directeur de la Cinémathèque d'Alger, c'était Boudjana Akaresh, qui était un mec du cinéma. Oui. Tu allais voir le directeur de la galerie d'art X, c'était un artiste peintre. Tu allais dans. Tu vois, C'était pas un durant les années bureaucrate. 2000, ça, ils ont été remplacés par des administrateurs, par des bureaucrates qui n'y connaissent pas grand-chose malheureusement à Hmm. la culture, à l'art en général. Et donc c'est là qu'un petit peu que les problèmes ont commencé, c'est-à-dire que les salles devenaient de moins en moins accessibles parce que il faut passer par des démarches administratives de malades, demande de photos, de témoins, machin, pour que tu aies genre dossier, tout un dossier pour que tu donnes un concert. Bah, c'est Ouais. tout un truc. Donc ça a La découragé culture beaucoup. devrait Hein. être normalement facile d'accès à tout le monde et on voit que c'est pas le cas en fait. Non, c'est devenu différent. Voilà, c'était plus le cas. Donc ce qui a poussé beaucoup de groupes à arrêter aussi. Hein. Donc il n'y Oui. a pas que le phénomène de la société, c'est-à-dire que le fait que les gens se marient ou commencent à travailler, ça c'est une des raisons pour laquelle la scène s'est réduite, c'est vrai. La deuxième raison, c'est il y a eu beaucoup de personnes qui sont parties, comme toi, Mhm. hein, Rachid. Donc ils Eh sont oui. partis, du coup ils n'ont pas été remplacés. Et troisièmement, il y a ce phénomène-là, les groupes, beaucoup de groupes se sont découragés parce que ça devenait compliqué. Il y avait pas où répéter, il y avait pas où jouer, les salles étaient difficiles d'accès, donc ça jette l'éponge. Donc aujourd'hui maintenant, ce qui est cool, c'est que depuis le Hirak, depuis Le le, mouvement populaire pour le mouvement populaire qu'il y a eu en 2019, oui. les organismes publics sont en train de nous faire appel.
Mhm. Ils nous ont appelés, ils nous ont même organisé des concerts et même des festivals. D'accord. Ça, c'est une première, donc c'est cool. Tant mieux pour nous. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup plus de studios de répétition. Aujourd'hui, il y a des studios privés. À l'époque, ça n'existait pas. Aujourd'hui, sur Alger, rien que sur Alger, il y en a 3. Oui. Donc, où il y a un matériel du très bon matos, où tu peux répéter. D'ailleurs, tu as assisté à la release party euh, de Jugulator. Oui. C'est un studio de l'État. C'est un studio public, hein. C'est un Oui, studio de oui, oui. l'État. C'est Est-ce que top. tu t'imaginais ça il y a quelques années? Non. Tu vois. Donc, il y a des efforts qui ont été faits par rapport à ça. Maintenant, pour répondre à ta question de l'état de la scène par rapport au groupe, ben écoute, la différence qu'il y a avec votre époque, c'est que dans votre époque, il y avait plus d'envie, plus de hargne, et il y avait très peu de moyens. Donc, pas trop de moyens pour enregistrer, pour faire. Déjà, vous, Word, quand vous aviez fait votre démo, c'était quand même un des rares groupes qui avait fait une démo à Oui. votre époque. C'était pas facile, hein. Aujourd'hui, c'était pas facile. Voilà. Donc aujourd'hui, étant donné qu'il y a beaucoup plus de moyens, les objectifs des groupes sont plus élevés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut sortir un album, il faut faire un clip, tu vois. Ça devient une norme dans la tête des gens. Oui. Donc, Jugulator, on l'a fait. Avec Corsan, on a fait un EP, on a fait un clip. Avec les jeunes, il y a le groupe Hypnotica, ils ont sorti un EP également. Il y a notre ami Tariq Shiva, Oui. qui est pas très loin de chez toi maintenant. Il a fait 2 EP avec son groupe Paranoid Fantasy. Il y a les Lahel également qui donne l'exemple. Si tu veux, une locomotive qui donne l'exemple aux autres pour faire de même. Donc, il y a moins de groupes qu'à l'époque. Mais les groupes qui sont actifs ont des objectifs plus élevés que ce qui se faisait à l'époque. Grâce aux moyens, ils arrivent à enregistrer, ils arrivent à faire des albums, etc., etc. Malheureusement, dans les autres wilayas, Donc les autres départements, les autres départements, c'est compliqué, par contre. Parce que les groupes sur Alger, ça bouge un petit peu, mais dès que tu sors d'Alger, c'est compliqué. Alors qu'à l'époque, il y avait des groupes à Oran, il y avait des groupes à Constantine, il y avait des groupes à Annaba. Aujourd'hui, c'est un peu plus difficile. Moi perso, je suis toujours en contact avec certains groupes qui sont dans d'autres départements, mais qui ne jouent plus, qui ont du mal à trouver le temps, à trouver les endroits, etc. ouais, c'est vraiment dommage parce que encore une fois, Mhm. ça va créer une sorte de d'inégalité de chance. C'est ça qui est Oui. con dans l'histoire. Mhm. Alors qu'il y a de la matière En tout là-bas. cas, au moins il y a une relève, il y a vraiment une enfin, c'est toujours actif quoi. Ah oui, écoute, tant qu'on est là, on lâche pas. Nous, tant qu'on est là, il n'y a pas de souci. On Ah, continue à faire ce qu'on peut jusqu'au jour où on pourra pas. Hein. il Qu'est-ce que faut tu veux? continuer à porter le flambeau et garder cet esprit, Cette flamme. la hargne, comme tu disais, il faut avoir, c'est ça qui fait avancer. C'est l'envie, c'est un besoin viscéral. C'est pas juste faire pour passer le temps. D'ailleurs, on avait eu ce genre de discussion avec quelques anciens de la scène pour comparer. Ils disaient qu'il y avait beaucoup de groupes. Ils appelaient ça des groupes YouTube. Ils étaient plus intéressés de faire des performances devant une caméra que d'aller faire des concerts ou juste répéter quoi. Et c'est vrai qu'il y a eu ce phénomène, mais il n'y a pas que ça, parce que faire de la musique, c'est partager, c'est de se mettre en condition de groupe et en condition de répétition, de concert. C'est ça qui fait vivre le truc. C'est pas un nombre de likes sur YouTube, ça c'est pas la vraie vie en fait. Malheureusement, c'est une triste vérité et c'est mondial, ça. Ah oui, oui, bien sûr. J'avais vu, je crois, une vidéo du guitariste d'Obscura qui avait poussé un coup de gueule en disant mais c'est quoi cette génération de guitaristes là avec leur petit short Instagram où c'est écrit Lick of the Day et voilà il te montre comme ça une petite technique et allez bye bye et puis c'est tout, ça s'arrête là. Il était en colère genre sortez, faites des concerts, je sais pas, sortez des albums, tu vois le truc. Oui, oui, bien sûr. euh, voilà, il avait poussé un coup de gueule
par rapport à cette génération-là. Mais ça aussi, ça existe ici chez nous, hein, en Algérie. Il y a de très bons musiciens d'ailleurs qui ne se contentent que de jouer chez eux, à la maison, Ouais. et qui te font de super belles vidéos. Mais nous, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'ils sortent de chez eux et qu'ils forment leur groupe et qu'ils recréent une dynamique qu'il y avait à votre époque, justement. Parce que, au fait, c'est un effet boule de neige. Plus il y a de groupes, plus il y a de concerts, plus il y a de public, et plus il y a de groupes, etc., etc. Tu vois. Oui, oui, C'est ça, en fait. c'est connecté tout ça. Absolument. Après, moi, le constat que je fais à l'heure actuelle, hein, et on est quand même quelques-uns à le faire, ne serait-ce qu'ici, hein, en France, on voit que la musique rock et surtout le métal, c'est en train de devenir une musique de vieux, en fait, entre guillemets. Moi, je vois sur les derniers concerts que j'ai donnés ou auxquels j'ai pu assister, c'est vrai que la moyenne d'âge, elle est plus entre les 35 et 55 ans, quoi. C'est, Mhm. ça me fait un peu de la peine de voir ça et je me demande est-ce que la musique live, comme on la connaît, elle a encore un avenir? Bon, nous, on est assez cons pour continuer, hein, mais il y a pas de problème. Mais quand même, c'est triste pour les nouvelles générations. Ou peut-être que nous, on est complètement à côté de la plaque. Je sais pas. Hein, je dis pas qu'on a la vérité absolue. Par contre, ce que je dis, c'est que on n'est pas prêt d'arrêter. Euh, alors, je pense que ça aussi, c'est mondial et ça existe même chez d'autres formes d'art. Par exemple, les cinémas. Aujourd'hui, avec les Netflix et tout ça, toutes les plateformes, les gens vont de moins en moins en salle. Mhm, c'est vrai. Donc, c'est pareil pour les concerts, hein. Les jeunes vont de moins en moins en concert, les jeunes vont de moins en moins en salle de cinéma. Le théâtre, j'espère qu'il réussira à survivre parce que déjà, alors là, ici en Algérie, pour aller voir une pièce de théâtre, la moyenne d'âge, elle est super élevée à l'intérieur de la salle, hein, Oui, même les humoristes se sont trouvés un terreau fertile sur YouTube, hein. oui, bien C'est sûr. sur YouTube qui font, voilà. Donc c'est en train, en fait, le monde change et on doit l'accepter, en fait. Tu vois, c'est le monde qui change, il y a beaucoup de choses qui changent et surtout, Rachid, depuis le Covid, beaucoup de choses il y a une réflexion différente sur beaucoup de domaines, dans beaucoup de domaines, en fait. Oui, il y a des choses qui ne seront Donc, plus comme depuis le avant, Covid, c'est il y a sûr. des choses. Absolument. Donc, ça, il faut prendre ça en considération. Il faut se dire que ça se généralise dans plusieurs formes d'art, pas uniquement dans la musique, malheureusement. Mais voilà, comme tu as dit, c'est nous qui sommes vieux cons, hein. On est attachés à notre, tu vois, au truc. Mais il faut s'adapter. Il faut, dès maintenant, pour ne pas se faire dépasser pour ne pas rater le train, comme on dit, il Oui, faut commencer à comprendre comment ça fonctionne et s'adapter petit à petit. Mais il y aura toujours, t'inquiète pas, c'est-à-dire qu'il y aura du pain pour tout le monde. Il y aura toujours une catégorie qui se déplaceront au concert, d'autres pas, et ça continuera. Voilà. Il y a juste plus d'offres, en fait. Il y a plus d'offres différentes que ce qu'il y avait avant. exactement. En tout N'oublie cas, pas que le oui, concept de festival, un festival, l'idée du festival, ça date quand même de bientôt 100 ans, hein. oui, c'est vrai. Tu vois, donc voilà. Bon, ça n'empêche pas que moi j'attends de pied ferme de pouvoir écouter un nouvel album de Jugulator et de banger comme un débile devant ma chaîne stéréo en écoutant du bon thrash comme il se doit. Moi, je tiens à te dire que je suis très fier de toi. Je suis fier de savoir qu'il y a encore des personnes qui se bougent et qui font vivre la scène, qui sont actifs, qui ne lâchent pas. Je suis fier de tout ce que tu as accompli et je serai toujours fier de ce que tu vas accomplir parce que je sais que tu ne vas pas t'arrêter en si bon chemin. Merci La beaucoup. seule chose qui manque, et là tu m'énerves, c'est parce qu'on n'a toujours pas fait de Ouais. groupe ensemble. Et ça, c'est pas normal. Ça, ouais. Ça, c'est pas normal. Ouais. Dans un univers alternatif, ça aurait pu se faire, oui. Et il va falloir qu'on voit comment y remédier, faire de la musique d'une façon ou d'une autre ensemble. Ah oui, avec grand Et, plaisir. et surtout, bah, je te remercie d'être venu sur l'émission. Je pense aussi, comme je le dis souvent, parce que
jusqu'à présent, toutes les émissions que j'ai eues, elles se sont toujours très bien passées. Et souvent, je dis que je réinviterai les personnalités que je reçois. Et toi, il n'y aura pas d'exception à la règle. Je veux te réinviter un Inch'Allah. peu plus tard. Mhm. Parce que je trouve que tu as énormément de choses à apporter. Et puis, voilà, c'est pour moi, tu es un vrai warrior du métal en Algérie et ailleurs. Hein, parce que je t'ai vu en fait... même en dehors de ton confort, tu es toujours le même. Tu donnes toujours 100% de ta hargne, de ton envie. Je vois la passion quand tu joues. C'est pas quelque chose d'artificiel. Hein. T'es vrai sur scène et c'est ça que j'apprécie énormément. Voilà, c'était Merci la beaucoup. petite séquence passage de pommade. Merci beaucoup, Rachid, ça fait plaisir. Non, vraiment. Ça me fait plaisir de t'avoir. Et voilà, je voulais te laisser avec le dernier mot, si tu as quelque chose à dire. Et puis, je compte sur toi également après pour me partager tous les liens de tous tes projets, toutes les, même si c'est des lieux ou j'en sais rien, hein, tout ce qui peut Mhm. étayer un peu notre discussion et parler aussi de faire connaître un peu notre scène au niveau de notre auditoire ici sur le podcast. Bah écoute, Rachid, merci beaucoup pour ton invitation. Tu vois, quand j'avais vu que tu avais fait un podcast, je t'avais écrit, Oui, si tu te souviens, et je t'avais dit, Shileke, tu as tout mon soutien. D'ailleurs, j'ai écouté tous les épisodes et je suis à jour, hein. Donc, parfait. moi, j'adore ce genre d'initiative parce que, en fait, c'est comme ça, c'est avec des petits cailloux que tu arrives à construire un, un mur. Mhm. Donc, si chacun y met du sien, et on arrivera à un résultat, un excellent résultat. Tu vois, entre guillemets, Jugulator aujourd'hui, ça fait 9 ans qu'on existe. Et tu vois, étape par étape, on est arrivé jusqu'à, imagine, jusqu'à passer à la télévision nationale pour jouer en live. Tu Chapeau. te souviens, je sais pas si, la télé, chef, la Ouais, je télévision vois très nationale bien. Je vois très algérienne, bien la télé. voilà, ça c'était C'est fermé. inimaginable. Donc, C'était fermé à voilà, l'époque. tu vois. Ouais. Donc, pour jouer du trash à la télé nationale, c'est-à-dire que, tu vois, c'est possible quelque part. Donc j'espère que notre scène trouvera la motivation euh, qu'il faut pour aller encore plus loin. Parce que, alhamdoulilah, il y a des exemples de réussite. Donc, on espère que ça donnera envie aux gens d'agrandir la puissance de notre scène algéroise et algérienne. Voilà. Oui. Euh, et te concernant toi, Rachid, merci beaucoup encore une fois pour l'invitation et je reviendrai avec plaisir, il n'y a pas de souci. Super. Juste une dernière chose, on va spoiler un peu. Euh, il y a un projet actuellement d'un ami commun à nous, hein, à nous deux, qui va un petit peu documenter cette fameuse scène et puis cette spécificité au niveau de l'Algérie pendant les années noires du terrorisme et ce rapport à la musique et surtout au métal. On en reparlera bien sûr dans le podcast, mais ce que je peux dire, c'est stay tuned parce qu'il va y avoir quelque chose qui va arriver. Et en ce qui me concerne, je vais tout faire pour vous casser les oreilles avec ce projet. Il le faut. Ah, il le faut, il le faut. Eh bien, Ramzi, merci beaucoup pour ta présence. J'espère te voir très bientôt in real life. En attendant, je te souhaite le meilleur et j'attends avec impatience le prochain Jugulator. Je te laisse le tout dernier mot. Merci à toi, Rachid. Merci beaucoup pour ton invitation et encore bon courage pour l'initiative. Bon courage avec Corrosive Element, avec Conviction, avec les autres projets que tu as. Euh, toi aussi, la liste est longue. Bon courage pour la suite de tes projets et vive le trash metal, mon pote. Ah, exactement. Allez, salut. Ciao, ciao.
Ciao.